Mesdames et messieurs, on vous laisse entrer. Bienvenue à cette session qui est en particulier destinée à permettre aux experts du CFEF de s'exprimer sur la question des courbes de croissance. Et il me semble que c'était tout à fait indispensable que que tous les points de vue puissent justement être présentés à tous. Il faut nourrir le débat scientifique et les liens qui nous unissent, le CNGEF et le CFEF, ils sont indéfectibles. Et donc cette session, elle me paraissait tout à fait indispensable. Et c'est l'ensemble du collège qui a accepté évidemment que cette controverse, ou en tout cas que votre point de vue puisse être exprimé. Il me semble néanmoins fondamental, parce qu'on est bien conscient que le fait qu'il puisse y avoir différentes recommandations va induire sur le terrain des difficultés et par conséquent, il me semble absolument indispensable que chacun veille de son côté d'abord à faire preuve de confraternité, et dans l'époque que l'on vit actuellement, ça me paraît être absolument indispensable, mais que surtout, les patientes ne payent pas le prix de ces divergences de vues, et que par conséquent, il va falloir homogénéiser au moins au niveau local les pratiques des uns et des autres, des échographistes, des centres de référence. Et donc, il nous semble important que dans le périmètre de vos activités et probablement dans le périmètre des réseaux, il y ait cette homogénéisation qui soit faite. Et cette homogénéisation et le choix des uns et des autres ne pourront reposer que sur la base des discussions que nous avons justement ce matin. Voilà, donc Georges, je ne sais pas si tu veux dire un mot pour le CFEF, pour introduire le premier topic. Bien, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est notre présence, Cyril et moi, sur la même table de modération qu'on confirme l'état d'esprit que nous avons maintenant au sein du CFEF et du CNGEF depuis plusieurs années, d'un travail scientifique commun. Bien que beaucoup de gens pensent qu'il y a une divergence importante sur les courbes, en fait, c'est une façon d'interpréter les choses et qu'il était effectivement important d'écouter les arguments. Ce qui était aussi important, des uns et des autres, et ce qui était aussi important, c'est de savoir qu'il y a une évolution des choses. Il y a l'évolution dans la définition de l'HGPO. Pendant des années, on faisait à 100 grammes, on passait à 75 grammes, on est passé de 1 gramme par litre à jeun à 0,92. Il y a eu une évolution. Ça ne veut pas dire que la population a changé, mais parce qu'on a affiné les chiffres et la définition d'un diabète gestationnel aujourd'hui n'est peut-être pas la même qu'il y a 10 ans. Et aujourd'hui, peut-être que le seuil de 10e centile ou du 90e n'est peut-être plus aussi important que ce fut il y a quelques années. Et donc, une conception qui est tout à fait différente. Et donc, aujourd'hui, on va essayer d'écouter les différents arguments, parce qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Et donc, j'ai le premier d'introduire. Alors, il y a toute l'équipe du CFEF qui va parler, mais il n'y a pas que le CFEF. Il y a aussi, je voulais remercier la Société francophone d'imagerie pédiatrique et prénatale qui ont travaillé avec nous, et puis bien sûr l'ancienne commission d'échographie du CNGEF qui nous a aussi accompagnés dans nos réflexions depuis maintenant 2017. Et donc là, j'introduis le premier orateur, je pense que c'est Laurent Salomon, dont vous avez entendu le nom depuis ce matin. Laurent, donc, qui est coordinateur du comité scientifique du CFEF et membre du comité scientifique du CNGEF, qui va introduire cette heure ensemble et cette nouvelle façon de voir les nouvelles courbes que nous allons vous présenter. Merci, Laurent. Merci beaucoup, Georges. Merci, Cyril. Bonjour à tous. Alors, en fait, j'ai pas pu parler à la fin de la session précédente, je le regrette, parce que je voulais sincèrement féliciter les orateurs de la session précédente, parce que je pense qu'il y a beaucoup de topos de très grande qualité qui ont été présentés. Il y a aussi, comme l'ont dit les orateurs, beaucoup de données qui ont été générées au cours de ces années de travail. Et je pense que ces données sont très intéressantes. Et donc, je félicite vraiment l'ensemble du groupe de travail. Ensuite, effectivement, on a des divergences. Et ces divergences, elles viennent essentiellement d'interprétations différentes qu'on a de données qui sont factuelles, qui sont les mêmes. Et aussi d'un certain nombre de biais dont on pense avoir conscience et qui sont peut-être ignorés par d'autres.
Ceci nous conduit, Collège français d'échographie fétale et Société francophone d'imagerie pédiatrique et prénatale, à faire des recommandations qui sont effectivement différentes de celles du Collège national des gynécologues obstétriciens français. Et on voudrait vous présenter les raisons pour lesquelles nous ne partageons pas les mêmes conclusions. Donc d'abord, je remercie clairement PSF et le CNGOF de nous donner la parole de manière tout à fait ouverte et libre au cours de cette session pour que nous puissions tous discuter. Je souhaiterais remercier l'ensemble des experts qui nous ont permis d'arriver là. Et en cela, j'inclus non seulement les experts du premier groupe, mais également les experts qui ont poursuivi le travail après que certains aient eu, pour des raisons diverses, à quitter le premier groupe d'experts. Il y a eu beaucoup d'experts qui se sont penchés sur cette question et je les remercie tous, de toute façon, de faire avancer le débat. Déclaration d'intérêt, il y en a eu, alors nous en avons. Les experts des présentations que vous allez voir s'intéressent à la biométrie, au dépistage et au contrôle qualité en échographie depuis plusieurs années. Et à ce titre, tous les experts qui vont parler devant vous ont collaboré et collaborent à plusieurs études scientifiques avec le CFEF, l'ABA, le consortium Intergrowth, la PHP, Bionucal, l'ISUOG, le GRIF, mais aucun des experts présents ce jour n'a de lien d'intérêt financier en rapport avec la thématique abordée. Je crois qu'il y a énormément de similitudes entre le dépistage du retard de croissance intra-utérin et le dépistage de la trisomie 21. Et hélas, je crois qu'on ne tire pas assez parti des leçons que nous avons eues avec le dépistage de la clarté nucale et de la trisomie 21. La trisomie 21, on a mis au point un dépistage combiné qui était solide parce qu'il a été basé sur de la formation, sur de l'évaluation des pratiques et sur du contrôle de qualité. Pour le retard de croissance intra-utérin, ça sera la même chose. Aucune courbe ne fait mieux qu'une autre pour dépister le RCU, de même qu'aucune limite d'âge ne fait mieux qu'une autre limite pour dépister la trisomie 21. Il faut avant tout combiner les informations et c'est ça qui est important, ça n'est pas la courbe ou le seuil. On peut discuter pendant des années de quelle courbe utiliser pour la clarté nucale pour le dépistage de la trisomie 21. Le progrès vient uniquement de la combinaison des marqueurs. La situation actuelle en biométrie et en dépistage du RCU, quelle est-elle? Elle est très complexe. On a une multitude de courbes et vous avez vu que ça ne va pas vraiment s'améliorer puisqu'on va continuer d'utiliser peut-être Robinson, peut-être OMS, peut-être Fenton, peut-être aussi Odipoc pour ceux qui veulent, etc. Et ceci est source d'énormément de confusion parce qu'on essaye de faire travailler ensemble des systèmes qui n'ont pas été conçus pour travailler ensemble. On a d'autre part actuellement les RPC de 2013. On les a revus, elles nous avaient laissés dans une situation relativement complexe et confuse, à tel point même que Christophe s'est même emmêlé les pinceaux, puisqu'il était recommandé dans les RPC de 2013 que dans une population à bas risque, on s'alertait pour le 3e percentile, et dans une population à haut risque, on s'alertait pour le 10e percentile. Et puis, on sait tous qu'on a globalement un dépistage qui n'est pas très bon, toutes les études sont concordantes, on n'est pas très bon pour dépister le RCU, mais la raison, ça n'est pas tellement la courbe, c'est plus la façon de dépister ce RCU et la nécessité absolue de trouver d'autres marqueurs, la dynamique de croissance, le Doppler, les marqueurs sériques maternels, etc., pour nous améliorer. Mais si on en revient à la biométrie, il faut reconnaître que l'échographie a changé, les populations aussi, d'où la nécessité de nouvelles recommandations. L'échographie a changé, vous le voyez par exemple en haut à gauche, une figure qui vient de l'étude de Robinson qui a fait ces courbes de LCC que certains utilisent encore. Et puis, les populations ont changé. On sait qu'il y a, dans les populations développées en particulier, de plus en plus de gros bébés. Ça a été démontré dans de nombreux pays. Nous pensons qu'il y a une erreur conceptuelle sur ce seuil du 10e percentile qui est fait, hélas, par de nombreux experts. Et les présentations que nous avons eues à la session précédente en ont été une parfaite illustration. Avec ce dogme du 10e percentile, il faut coller au 10e percentile, c'est le 10e percentile qui est important, la bend courbe, qu'elle soit prescriptive, descriptive, il faut qu'elle donne 10% inférieur au 10e percentile, on n'a entendu que ça. C'est une erreur conceptuelle, d'abord parce que la morbidité n'arrive pas d'un coup quand on est au 10e percentile, et de superbes études de cohortes sur des centaines de milliers d'enfants ont bien montré que dès lors qu'on est en dessous du 25 ou du 30e percentile, on a une morbidité qui augmente et qui augmente de manière exponentielle et que c'est sûr qu'en dessous du 10e, on est plus à risque que quand on est en dessous du 20e, quand on est en dessous du 3e, on est encore plus à risque, etc., etc. Donc ce seuil n'a rien de magique, c'est avant tout à chacun, à chaque société savante, à chaque pays, de décider de son seuil optimal en fonction de sa population,
de ses ressources et de ses courbes. Vouloir à tout prix coller au 10e percentile, vous connaissez peut-être cette diapositive, c'est comme de dire, voilà une famille américaine normale, et quand on utilise des courbes de poids français, on voit qu'on surestime beaucoup les gros aux États-Unis, c'est pas bien du tout, il faut prendre des courbes pour les États-Unis. C'est une erreur conceptuelle majeure. On ne peut pas utiliser la distribution d'une variable dans une population pour définir la normale, de même que pour les seuils de glycémie. On ne va pas dire qu'on veut à tout prix faire 5 ou 10% de diabétiques dans chaque pays et ainsi définir quel serait le seuil glycémique pour chaque pays, ça n'aurait pas de sens. Il y a une glycémie normale, il y a une croissance normale, et celle-ci, elle est différente d'un pays à l'autre, et clairement en France, pays développé, on a certainement moins de petits et un peu plus de gros, c'est la réalité, c'est comme ça, il ne faut pas vouloir cacher ça, on ne peut pas dans chaque pays dire qu'on veut avoir 10% de petits, 10% de gros, et en plus, ces petits et ces gros ne se correspondent en rien. Être petit en Inde, ça n'est pas pareil qu'être petit en France. Et puis, si on veut tous coller à 10% de petits, 10% de gros dans chaque pays, ça veut dire qu'on veut occulter complètement les différences qui peuvent exister d'un pays à l'autre. Or, on sait bien que la morbimortalité périnatale n'est pas du tout la même d'un pays à l'autre. Et on veut gommer les différences temporelles, puisque dans ce cas-là, on peut se retrouver à PSF dans 10 ans, j'espère que ça aura lieu, et dire, maintenant, les courbes ne vont plus, refaisons des nouvelles courbes pour avoir de nouveau 10% de petits et 10% de gros. Ça n'a pas de sens. Le débat sur une courbe plutôt qu'une autre n'a pas de sens non plus. Si l'on se tient qu'à un seul marqueur pour définir ce risque de RCU que serait la biométrie, on comprend bien qu'en utilisant par exemple la courbe rouge par rapport à la courbe verte, on va faire plus de petits. Donc forcément, comme de toute façon il y a un peu de morbidité partout dès lors qu'on est inférieur au 30e percentile, on va dire je suis beaucoup plus sensible, utilisez ma courbe. Mais on est aussi beaucoup moins spécifique. On va inquiéter plus de femmes, faire entrer plus de femmes dans un cycle de surveillance, etc. Et finalement, pour un gain qui est marginal, parce que la morbimortalité, elle n'est pas pour ceux-là qui sont au 8e percentile avec une courbe et au 11e avec l'autre. De toute façon, la morbimortalité, elle est pour les vrais petits qui sont détectés par toutes les courbes. Et à ce jeu de qu'est-ce que je préfère, la sensibilité, la spécificité, etc., on peut dire tout et n'importe quoi. On a vu l'étude d'Isabelle Monnier qui a été publiée cette année dans le British Journal, qui est très intéressante. On voit que, par exemple, la sensibilité de la courbe du Collège français d'échographie fétale est déjà très très bonne et que la courbe intergrosse, effectivement, a une moins bonne sensibilité. Mais elle a aussi une bien meilleure spécificité. On revient au débat de la trisomie 21, de celui qui vous disait « mais moi je sais détecter toutes les trisomies 21 en me basant uniquement sur l'âge maternel. Je fais des amniosynthèses à toutes les femmes, quel que soit leur âge. » Oui, effectivement, 100% de sensibilité, mais au prix d'une spécificité nulle. C'est la même chose pour les courbes. C'est un ratio entre sensibilité et spécificité. À nous de décider ce que nous préférons. Et vous voyez que si on essaye de mettre ensemble ces sensibilités et spécificités pour essayer de trouver le meilleur compromis, comme on nous l'a suggéré ce matin, on peut utiliser des indicateurs statistiques, comme le diagnostic odds ratio, ce qui a été fait, mais on n'a pas vu ces chiffres-là ce matin, qui montrent par exemple que le meilleur diagnostic odds ratio, c'est intergross. C'est la réalité, c'est dans l'article, avec Épopée qui fait aussi bien, parce que Épopée et Intergross sont d'ailleurs extrêmement proches, j'y reviendrai après. Donc on peut faire dire un peu ce qu'on veut, selon que l'on met plus l'accent sur la sensibilité et la spécificité. Nous l'avons dit, nous avons critiqué cet article. Francesc Figueras, qui est un grand expert de la croissance fœtale en Espagne, a également commenté cet article, qui a beaucoup de qualité, mais vous voyez que lui, Francesco Figueras, il dit merci beaucoup pour l'article d'Isabelle Monnier, qui montre clairement bien que IG21 est le meilleur pour détecter les RCU qui sont à risque de morbimortalité. À partir du même article, c'est sa conclusion. On ne peut pas, malgré tout, considérer que simplement le fait de passer à une courbe prescriptive, c'est un gros progrès et qu'on est tous d'accord puisqu'on passe à une courbe prescriptive tous. Il y a des différences réelles entre les courbes OMS et les courbes intergrosses. Nous avons été séduits par la logique du prescriptif, mais nous avons eu des raisons réelles de décider d'utiliser intergross. Ces raisons, elles sont résumées sur ce tableau, une étude plus large, plus d'exclusion des anomalies, des grossesses pathologiques, etc., comme c'est montré sur cette diapositive, un sexe ratio qui était respecté sur intergross alors qu'il ne l'était pas du tout et de manière significative sur MS, et surtout, le plus important, l'utilisation de données prises en aveugle. Je ne comprends pas comment tous mes collègues scientifiques qui ne jurent que par des essais randomisés en aveugle peuvent rester figés sur des données biométriques prises non en aveugle, sur des courbes de croissance réalisées non en aveugle et retestées sur les mêmes données biométriques non en aveugle.
La réalité est que les courbes OMS ne collent pas à la population française et c'était montré dans l'étude originale OMS puisque les données, comme vous l'a dit Roger Bessis, les données françaises des 97 femmes qui avaient été incluses dans l'étude étaient les plus discordantes et allaient bien dans le sens que l'on attend tous. Il y a moins de petits en France que dans les autres pays parce que globalement, on a une population qui est plutôt dans une meilleure santé. Globalement, il faut utiliser une vraie bonne définition de la croissance, un bon référentiel prescriptif authentiquement réalisé en aveugle. Et à ce jeu, malheureusement, nous n'avons pas trouvé mieux que la proposition faite par le consortium Intergrowth et que mes collègues vont vous détailler maintenant. Merci. Mona, c'est Mona. On va laisser la parole au docteur Madame Massoud, qui coordonne le centre des grossesses gémellaires à Lyon, à la HFME, et qui va vous parler de l'échographie de datation. Donc, on va rester dans les arguments, expliquer pourquoi on a recommandé l'utilisation de ce standard, à commencer par la datation selon Intergrowth. Donc, personne n'est surpris de dire que la détermination du début de la grossesse est un prérequis indispensable pour le suivi optimal de la grossesse. Et qu'en France, il a été recommandé d'utiliser la longueur crânio-caudale, donc la datation selon cette longueur crânio-caudale et la détermination échographique du début de grossesse pour le suivi de toutes les grossesses. Cette mesure de la longueur crânio-caudale, elle se fait selon des critères qualité, et ces critères sont très importants à respecter, et ça va toujours dans la même lignée que ce que Laurent vient de vous dire. Pour améliorer nos pratiques, on s'est basé sur ce qu'on a fait avec la clarté nucale et le dépistage de la trisomie 21, et l'amélioration, le contrôle qualité des mesures de la clarté nucale et de la longueur crânio-caudale en faisait partie, et c'est très important de faire cette mesure de la longueur crânio-caudale en respectant ces critères qualité pour limiter les biais liés à cette mesure, parce que clairement, qui dit mesure dit critère qualité, qui dit qualité de mesure dit variabilité intra- et inter-observateur. Et cette variabilité inter- et intra-observateur a été publiée dans plusieurs papiers en lien avec cette mesure. Et là, je vous montre deux fœtus. Dans notre pratique d'échographiste au quotidien, le fœtus, on prend deux mesures, on a 2 mm de variabilité sur le même examen. Et ça, c'est une réalité. On sait que cette variabilité existe et elle est entre 2,5, plus ou moins 2,5 jours, soit plus ou moins 5 mm de différence en lien avec cette mesure. Donc, une fois qu'on a mesuré, qu'on a bien mesuré, on va mettre cette mesure sur une courbe adaptée. Et cette courbe qu'on utilise tous jusqu'à maintenant, c'est cette fameuse courbe de Robinson, courbe qui a été publiée en 1975. Bon, j'étais pas née, mais voilà. Les mesures ne sont pas, l'échographie n'était pas du tout telle qu'on l'exerce actuellement. On pense quand même vous êtes d'accord pour dire que se baser sur une formule et une référence qui a été construite à partir des mesures échographiques d'une telle qualité semble aujourd'hui un tout petit peu désuet. Et cela a été repris dans une revue de la littérature par nos collègues anglais qui ont comparé toutes les formules qui ont été publiées pour déterminer l'âge gestationnel en fonction de la longueur crânio-caudale, et on reprochait à toutes les études l'absence de contrôle qualité pour les mesures, et on a pu retenir 4 formules qui étaient les moins biaisées. Donc ça semblait tout à fait normal d'envisager dans le grand projet Intergrowth de construire une courbe de datation en fonction de la longueur crânio-caudale. Donc, comment a été construite cette courbe ? Forcément, il fallait partir d'une population, cette population qui est à bas risque,
Cette population de femmes qui à la base était 4600 femmes qui ont une date des dernières règles bien notée, bien établie, des cycles réguliers, des patientes qui ont peu de pathologies, et pour s'assurer de l'absence de discordance, ils ont comparé la date donnée par la date des dernières règles à la mesure qu'ils ont prise selon une formule mathématique de Verboer. Donc, ce n'était pas du tout basé sur la datation de Robinson, telle qu'on l'a entendu tout à l'heure. Ils ont surveillé les patientes, ils ont fait des échographies toutes les 5 semaines, ils ont attendu l'accouchement pour éliminer les patientes qui avaient des complications obstétricales ou les morts fétales ou des complications fétales sévères. Et au final, ils ont retenu 4265 patientes, me semble-t-il, à partir desquelles ils ont établi une relation, ils ont établi la relation de croissance en fait de la LCC et de la déviation standard de la LCC en fonction de l'âge gestationnel, et ils ont émis une formule mathématique qui corrèle la longueur crânio-caudale à l'âge gestationnel. Et ça a été fait pas secondairement, c'est-à-dire pas après avoir publié les différents standards, ça a été fait en même temps, en 2014, sur cette cohorte de patientes suivies en prospectif. Donc, à partir de là, le collège a émis les recommandations pour la pratique échographique en recommandant aux échographistes d'utiliser la courbe de datation selon Intergross depuis le début pour dater les grossesses et afin d'assurer un suivi de la grossesse de la manière la plus optimale. Donc, avant de faire cela, nous avons quand même fait quelques vérifications pour voir comment se comportait cette courbe par rapport à la population française. Et comme vous le voyez ici, il y a finalement pas tant de différence que ça. Pardon, j'ai pas là. Bon, c'est pas grave, j'ai pas de pointeur. Mais donc sur les mesures, les termes précoces entre 11 semaines et 11 semaines et 4 jours, il n'y a pas de différence en termes de millimètres ou de jours entre la courbe de datation selon Robinson et la courbe Intergross. En revanche, il y a un jour de différence entre à peu près 12 et 13 semaines d'aménorrhée, et on va passer à 2 jours de différence quand on va aux extrêmes, au-delà de 13 semaines d'aménorrhée. Ça a son importance, et on le verra tout à l'heure. De la même manière, nous avons souhaité voir comment se comportait cette courbe de LCC, enfin de datation de la grossesse, par rapport à des grossesses où on connaît la fécondation, la date du début de grossesse déterminée par une date de fécondation, puisqu'on a testé les 2 formules de Robinson et d'Intergross sur une population de patientes ayant eu des fécondations in vitro. Et là aussi, on a trouvé que la différence ou l'erreur moyenne était à peu près de 1 jour avec Intergross, avec la formule d'Intergross, et de 1,34 jours avec la formule de Robinson. Donc, cela nous démontrait l'applicabilité du standard Intergross en population française. Après, pourquoi utiliser la datation selon Intergross? On a testé quel serait l'impact de changer de référentiel de datation sur l'évaluation de la croissance fétale en termes de biométrie élémentaire et d'estimation de poids fétal. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a montré que si on surveillait les patientes et on datait les patientes avec le même référentiel, c'est-à-dire avec la formule Intergross, on allait avoir une amélioration du taux des petits pour l'âge gestationnel, et on va passer d'un chiffre de 3,46 à 4,57, et on a testé ça sur une population, sur une cohorte de patientes qu'on a utilisée pour la première étude flash que nous avons faite en 2017. Et de la même manière, on a réduit le taux de gag de 17 à 13%, rien qu'en utilisant le bon référentiel et en datant la grossesse avec la formule qui va avec les standards biométriques et d'estimation de poids fétal. Ce qui nous permet de dire qu'utiliser le set complet
nous donne une cohérence et va améliorer nos pratiques par la suite. Donc voilà pour ce qui va changer en utilisant cette courbe de datation selon Intergrowth. Ce qui ne changera pas, c'est la nécessité de respecter le contrôle qualité. Ça, il me semble, Nicolas Frias va en parler tout à l'heure, mais pour tout échographiste que nous sommes, nous qui au quotidien manipulons des sondes d'échographie et faisons des mesures, on ne peut pas imaginer ne pas à un moment s'arrêter et évaluer nos pratiques. Parce que rien qu'une erreur de mesure de 2 mm, si on sous-estime un fœtus de 2 mm à l'échographie du premier trimestre, on dit qu'il est plus petit. À ce moment-là, on va le faire passer du 10e percentile au 20e percentile au deuxième trimestre. Et à contrario, si on lui rajoute 2 mm, c'est-à-dire qu'on dit qu'il est plus grand, on va à tort, on va le faire passer du 10e percentile au 5e percentile à l'échographie du deuxième trimestre. Et ça a son impact pour les patientes dans le suivi. C'est comme ça qu'on peut passer à côté des petits pour l'âge gestationnel et à contrario également inquiéter des patientes à tort. D'où l'intérêt du contrôle qualité parce qu'il faut savoir si on mesure ou pas correctement les longueurs crânio-caudales. Par la suite, ce qui ne changera pas, c'est le dépistage sérique de la trisomie 21. On sait on s'est inquiété de savoir si ça allait changer quelque chose dans l'estimation du risque, et non, parce que les laboratoires, ils ajustent à la mesure brute de la LCC et non au percentile ou à l'âge gestationnel. Ce qui ne changera pas également avec Intergrowth, c'est la datation précoce. Et puis aujourd'hui, avec la problématique actuelle des IVG, de la modification des dates des IVG, et le terme qui est important, qui est celui de 9 semaines, date à laquelle on va pouvoir modifier les modalités de réalisation de notre IVG, vous voyez que la LCC entre Robinson et Intergrowth ne varie pas parce qu'on est à peu près à 21 mm et les mesures sont comparables. De la même manière, pour les datations tardives de la grossesse, là, c'est aussi une autre question. Pour l'instant, on se base sur la mesure du périmètre crânien, bien qu'on soit tous d'accord que c'est probablement pas le paramètre le plus fiable, mais pour l'instant, nous n'avons que ça et nous avons fait une étude collaborative avec nos collègues d'Oxford et les résultats sont en attente pour voir quelle serait probablement pas que le PC, mais une association, une formule mathématique qui associerait plusieurs paramètres biométriques pour déterminer avec précision le début de grossesse quand une datation par la LCC n'a pu être réalisée. Donc en conclusion, pourquoi utiliser Intergrowth? La datation selon Intergrowth, parce que d'abord, il faut abandonner Robinson. On ne peut pas à ce jour, avec les appareils, avec la qualité de l'échographie qu'on fait, utiliser une courbe qui a été basée sur des échographies faites en 1975, que le consortium a publié une courbe et une formule qui corrèlent la longueur crânio-caudale à l'âge gestationnel, que le fait d'utiliser cette courbe va avoir un impact dès la datation sur les percentiles de poids et de biométrie pour l'évaluation de la croissance fœtale et que en utilisant ce set complet, on va aussi continuer à faire du contrôle qualité pour diminuer la variabilité inter- et intra-observateur et les erreurs liées aux mesures qui sont les principaux biais qui sont source d'erreurs dans cette échographie et dans la détermination du début de grossesse. Merci beaucoup. Merci Mona. Donc je laisse la parole à Ferdinand Dombre de l'hôpital Trousseau, qui est membre du comité scientifique du CFEF et membre du conseil d'administration. Bonjour à tous, merci beaucoup de me laisser l'opportunité de communiquer sur ce sujet. Donc, je vais vous parler des biométries élémentaires je vais vous positionner le fait d'utiliser Intergrowth par rapport à nos pratiques actuelles en termes de biométrie élémentaire et de courbes. Donc quand on parle de biométrie élémentaire, on parle du PC, du PA et du fémur. Ces mesures font partie de toutes les recommandations pour évaluer la croissance fœtale, que ce soit les recommandations de la CNEOF, les RPC du CNGOF et même les RPC dont vous avez entendu la présentation ce matin. Et ces trois valeurs permettent
de calculer une estimation du poids fœtal avec une formule. Ça ne change, je dirais, c'est quelque chose qui ne change pas, quelle que soit la courbe que l'on va utiliser, la valeur de l'estimation du poids, elle est fonction de la valeur des mesures que vous faites. Et là, il y a quelque chose pour lequel on est absolument tous d'accord, parce qu'il y a quand même des points où on est tous d'accord. L'estimation du poids fœtal, on la calcule avec la formule de Hadlock, on mesure bien les biométries, on aura tous la même valeur d'estimation de poids. Il y a une notion importante, et on en a parlé un petit peu, c'est la notion de variabilité. Ces mesures sont sujettes à une variabilité inter- et intra-observateur. Et une fois qu'on a fait cette mesure, qui a une certaine variabilité, on va la reporter sur une courbe qui va nous permettre d'avoir son percentile, donc sa position dans la population. Et cette position et ce percentile va dépendre de la datation précise, ce qui vient de vous être présenté. Alors, le Collège français d'échographie fœtale a émis ses recommandations, vous avez pu déjà y avoir accès, pour l'utilisation du standard Intergross, et ce travail est le fruit de 22 ans d'expérience, et je dirais surtout de l'expérience et du retour d'expérience d'échographistes qui tiennent des sondes et qui font régulièrement ces mesures, et qui, je dirais, ne sont pas non plus satisfaits à l'usage au quotidien du standard, de la référence actuelle, qui est le CFEF. Alors, ces mesures, on en a déjà parlé un petit peu dans la matinée, pour ceux qui étaient là à la première session. Au-delà de l'estimation de la croissance fœtale, il y a un certain nombre de points également qui sont des points d'intérêt pour le fait de faire ces biométries, en particulier la détection des microcéphalies pour la mesure du périmètre céphalique et la détection des maladies osseuses constitutionnelles sur la mesure de la longueur fémorale, le périmètre abdominal et surtout une mesure de trophicité pour évaluer la croissance, qui est d'ailleurs assez équivalente à celle de l'estimation du poids fœtal. Toutes ces mesures doivent être réalisées selon des critères de qualité précis, et c'est essentiel pour pouvoir les utiliser et espérer avoir un dépistage de qualité. Et je voulais vous présenter ça parce que ça met un tout petit peu en perspective les comparaisons de courbes, puisque je vais vous faire des comparaisons de courbes. Il a été montré que la variabilité inter-intra-observateur pour les différentes mesures était de l'ordre de 7 mm pour le PC, de 10 à 12 mm pour le PA et de 2,5 mm pour le fémur, avec une proportion d'erreurs qui va donc de 3 jusqu'à 6 à 7% en fonction des biométries. Si en plus, ça c'est une étude qui est intéressante, on a capté le regard de l'échographiste en train de faire une mesure, c'est le petit point vert que vous voyez, on voit quand il fait sa mesure, il passe son temps à regarder, et c'était ce que vous a présenté Laurent tout à l'heure, il n'est pas du tout en aveugle, il regarde tout le temps la biométrie qu'il est en train de faire et le percentile. Donc là, on a une mesure. Alors la vidéo, elle est un petit peu plus longue. Vous pouvez aller regarder sur le site de la publication. Il commence sa mesure, il est à 39 semaines d'aménorrhée. Il sait qu'il est à 36 et il va réajuster, tac, 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 pour arriver à 37. Et en fait, cette étude, elle a montré quoi ? Elle a montré que quand l'opérateur qui fait l'écho connaît le terme et voit le terme, il réajuste dans 90% des cas ses mesures, et que dans la majorité des cas, il revient vers l'âge gestationnel qu'il connaît. Donc on a une vraie problématique de variabilité des mesures, et donc on a besoin d'un outil qui permette de faire du contrôle de qualité et surtout de faire évoluer les pratiques, avec une vision un petit peu à long terme, et surtout qui soit construite sans que l'opérateur qui ait construit la courbe ou les opérateurs qui aient construit la courbe aient pu voir pendant leur exercice le percentile de croissance. Donc on a regardé, dans le cadre de ce groupe de travail, qui a commencé au tout début de l'aventure des RPC conjointes, les différentes courbes, celles qui étaient considérées comme de meilleure qualité méthodologique, et je vais vous montrer la comparaison pour un certain nombre de percentiles clés, ces différentes courbes. Alors on a utilisé pour cela les équations officielles publiées dans la littérature, pour lesquelles qu'on a utilisé pour retracer les courbes. Pour l'OMS, vous le savez peut-être, les équations ne sont pas publiées. On a pu, dans le cadre du groupe de travail, avoir les équations originales qui nous ont été fournies par l'équipe de Torvid Kisrud de l'OMS pour pouvoir faire ces comparaisons de courbes. Donc si on commence par le périmètre céphalique, quand on regarde la différence de troisième percentile entre le CFEF, qui est la ligne de base en bleu que vous voyez en bas du graphique, et toutes les autres courbes, donc le Intergross qui est noté en vert, l'OMS en orange et Chitty qui est le meilleur référentiel de croissance d'un point de vue méthodologique qu'on a pu trouver. On a, au terme de l'écho du deuxième et du troisième trimestre, systématiquement une surestimation du troisième percentile par le CFEF, et c'était ça la motivation pour changer de courbe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les points de mesure que vous auriez
dans cette zone rouge vont être considérés comme supérieurs au 3e percentile par le CFEF et inférieurs au 3e par les autres, donc potentiellement une microcéphalie. Et si on met ça en perspective avec la différence, la variabilité des mesures des observateurs, vous voyez qu'on est au-dessus même de la différence entre les observateurs. Donc une autre façon de représenter les choses, si on représente également le moins 3DS, qui est la définition formelle de la microcéphalie, on voit que le moins 3DS de toutes les courbes se superpose au 3e percentile du CFEF. Et donc dans toute la bande rouge là que vous voyez sur le graphe, c'est tous des points où une mesure de PC serait considérée comme supérieure à moins 3DS selon le CFEF, mais inférieure à moins 3DS par tous les autres. Et donc ces défauts diagnostiques de microcéphalie, le passage à intergrosse va nous permettre de ne plus avoir ce biais, mais vous voyez que les autres courbes se superposent assez parfaitement. Si on regarde la longueur fémorale maintenant, donc le percentile d'intérêt, ça va être le 3e percentile qu'on a regardé pour le taux de détection des maladies osseuses, par exemple. Vous voyez que les différentes courbes se comportent de façon assez différente par rapport au CFEF. Donc au terme du T1 et du T2, on va voir que la courbe de l'OMS va nous donner une surreprésentation des petits fémurs et une sous-représentation des petits fémurs par rapport au CFEF, et que Intergross et Chitty d'ailleurs vont nous donner une moins grande représentation de ces fémurs courts, ce qui, pour les gens qui réalisent les échographies de façon régulière, correspond à une pratique réelle. Je mets au défi aujourd'hui quelqu'un dans la salle qui fait régulièrement des échographies au 3e trimestre de sortir plus d'une dizaine de dossiers avec un fémur supérieur ne serait-ce qu'au 50e percentile. Hein, tous les fémurs aujourd'hui avec le CFEF sont mal caractérisés. D'ailleurs, un passage à intergross va faire que tout d'un coup, vous allez avoir des fémurs plus grands. Et ça, c'est lié à notre expérience. On a l'habitude de travailler avec le standard, avec la référence du CFEF. On est habitué à tirer les fémurs. On a un standard de mesure qui a été fait avec des vieux appareils d'échographie. On utilise maintenant des nouveaux appareils d'échographie, des faisceaux plus fins. Et donc, nos mesures ne sont pas les mêmes. Alors évidemment, ça c'est à mettre en perspective avec la qualité de nos mesures. On a une variabilité inter-intra-observateur qui est de l'ordre de plus de 2 mm et qui en réalité englobe l'intégralité de ces variations de courbes. Et enfin, pour la question de est-ce que ça va changer nos taux de détection des maladies osseuses constitutionnelles, la réponse est non. Le monde des maladies osseuses constitutionnelles est bien en dessous de ce 3e percentile, et quelle que soit la courbe, on aura a priori les mêmes taux de détection. 2 autres percentiles d'intérêt, et après j'aurai terminé. Le 10e percentile du périmètre abdominal, qui est un point, je dirais, important, puisque le périmètre abdominal en lui-même est un marqueur d'anomalie de croissance. Intergross par rapport au standard actuel que l'on recommande de ne plus utiliser, donc la courbe du CFEF, est systématiquement au-dessus du CFEF pour le 10e percentile du périmètre abdominal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute mesure aujourd'hui faite avec la mesure du périmètre abdo du CFEF sera détectée comme inférieure au 10e percentile en passant à intergross, et je dirais même qu'on va en détecter un petit peu plus. Donc le passage le passage depuis CFEF à intergross va augmenter le taux de détection par la mesure du périmètre abdominal des fœtus qui ont un PA inférieur au 10e percentile. Hein, et je vous rappelle, on a parlé des définitions ce matin, c'est Marie-Victoire qui nous a présenté les définitions des anomalies de croissance et du retard de croissance. Le périmètre abdominal ou l'estimation du poids fœtal peuvent être utilisés de façon interchangeable. Alors toujours la question de notre variabilité, est-ce qu'on mesure bien, pas bien, donc l'importance aussi du contrôle qualité dont on va parler par la suite. On a une variabilité de mesure qui est relativement importante et qui est, je dirais, au-delà de ces petites différences de courbes que je vous ai montrées sur ce graphique. Enfin, la deuxième question, c'est les gags. Est-ce qu'on va avoir des gags en changeant de standard de croissance? Intergross, de façon intéressante, va caractériser beaucoup de fœtus avec un PA supérieur au 90e percentile jusqu'à 36-37 semaines, et vous voyez que les courbes se croisent à ce moment-là, et ensuite elle va en détecter moins, donc elle va caractériser moins de fœtus avec un périmètre abdominal trop important, et donc on aura, je dirais, à la période d'intérêt où se pose la question peut-être de ce périmètre abdominal
à quel percentile on est. On sera très proche de ce qu'on a actuellement, mais je vous rappelle, et ça a été présenté très très bien ce matin, que toutes les décisions obstétricales, en particulier sur le périmètre abdominal et les gros périmètres abdominal, vont être totalement indépendantes du standard de croissance que l'on va utiliser, puisqu'elles se basent sur des valeurs chiffrées d'estimation de poids, et que ces valeurs chiffrées d'estimation de poids ne vont pas changer, puisqu'elles sont basées sur les mesures que vous allez faire. Donc en conclusion, le passage au standard Intergrowth pour l'évaluation des biométries fétales se base sur une méthodologie qu'on considère comme solide. Je pense en particulier à la méthodologie réalisée en aveugle pour les mesures. On a des équations qui sont disponibles et pour pouvoir tracer les courbes dans les logiciels de pratique et également tout l'outillage nécessaire pour pouvoir faire du contrôle qualité au long terme que l'on pense être un aspect essentiel de nos pratiques. Je suis très surpris par le fait que certains défendent le fait qu'un contrôle de qualité n'a pas d'intérêt et un contrôle de qualité avec des mesures et des chiffres tels qu'on peut le faire avec Intergrowth n'a pas d'intérêt, alors que ça a montré une révolution sur nos capacités de dépistage de la trisomie 21. Je vous ai montré sur les biométries là qu'on n'avait pas de sur-risque en utilisant ces différentes courbes de biométrie proposé par Intergrowth et, comme on vous l'a dit, c'est un standard international avec un jeu de courbes homogènes qui s'appuie sur une datation précise et qui sera d'autant plus performant qu'on utilise cette datation précise. Et je dirais que le vrai enjeu, c'est d'accompagner les échographistes qui vont changer leur pratique et de leur proposer des méthodes efficaces pour un contrôle de qualité et leur permettre d'avoir des mesures qui correspondent à une qualité bonne et les accompagner au fil de temps pour les aider à s'améliorer. Je vous remercie de votre attention. Merci Ferdinand. Donc, la communication suivante est faite par Julien Stiernemann sur l'estimation de poids fœtal. Bonjour à tous. Merci Georges, merci Cyril de nous laisser ce petit slot pour présenter effectivement ces recommandations qui sont différentes de celles qui ont été présentées avant. Et effectivement, elles sont également différentes pour ce qui concerne l'estimation du poids fœtal. L'estimation du poids fœtal, quand on essaie d'émettre des recommandations sur des choix d'une courbe, très vite on glisse vers des recommandations qui vont concerner l'ensemble du dépistage du retard de croissance intra-utérin. C'est très difficile de cerner le problème, de se dire quelle est la courbe sans que ça arrive sur comment est-ce qu'on fait pour dépister proprement un retard de croissance intra-utérin, parce que vous l'avez compris finalement, c'est là où est l'enjeu aujourd'hui de la discussion sur ce choix de courbe. Les gros, oui peut-être, mais finalement, comme vient de le dire Ferdinand, je ne trouve pas que ce soit un problème, parce qu'encore une fois, je ne prends mes décisions, moi, sur des décisions obstétricales, sur les gros pour la gestationnelle, quasiment uniquement sur la valeur du poids lui-même, et non pas sur le centile auquel il se rapporte sur une courbe. Donc, si on regarde les petits, finalement, on se dit, je voudrais recommander une courbe, je dois faire une recommandation sur le choix d'une courbe, et finalement, on va se focaliser sur le dépistage du retard de croissance. Et on oublie que finalement, quand on met une courbe et un seuil, les petites modifications aujourd'hui qu'on va obtenir en choisissant telle ou telle courbe sont à la marge par rapport à la réalité de ce dépistage. À la marge, parce que Laurent vous l'a montré, énorme étude, 1 million de grossesses à terme, en Angleterre, la mortalité infantile n'augmente pas à partir du 10e percentile, c'est pas vrai. Et ça, c'est des faits, c'est des enfants qui sont pesés à la naissance, il n'y a pas de variété de mesure, c'est des balances. L'augmentation de la mortalité, elle augmente à partir du 35e ou du 30e percentile quand on va vers les petits. On vous l'a dit également, si on voulait regarder comme indicateur de qualité d'une courbe, est-ce que je vais pouvoir dépister les morts in utero, c'est également pas uniquement avec l'estimation du poids fœtal que vous allez vous en sortir, c'est faux. À terme, après 36 semaines, seulement 30% des morts in utero sont inférieurs au 10e percentile. Bien sûr, aux petits âges gestationnels, à 25-26 semaines, oui, ces enfants qui meurent in utero sont bien plus souvent des grands retards de croissance, mais ça n'est plus le cas à terme. Donc quand on arrive en fin de grossesse, ces morts in utero terribles, c'est pas avec des petits changements sur les courbes de croissance et certainement pas avec l'estimation de poids fœtal qu'on va significativement améliorer cette partie-là de notre prise en charge. Alors je minimise aujourd'hui la portée d'une modification de courbe un petit peu au départ, et je vais revenir dessus à la fin, mais je voudrais commencer par minimiser un petit peu parce que c'est vrai que finalement, aujourd'hui, on perd peut-être en s'intéressant trop à ces courbes de croissance et à cette estimation du poids fœtal, la réalité qu'un dépistage aujourd'hui n'est pas réalisé uniquement
en calculant une estimation d'un poids et en le rapportant sur une courbe. Aujourd'hui, le dépistage, il ouvre une large porte à d'autres indicateurs et c'est ça sur lequel il va falloir travailler dans les années à venir pour améliorer la santé périnatale. Ces indicateurs, si on regarde une conférence de consensus qui a été publiée dans Ultrasonde en 2016, une conférence de consensus internationale, eh bien, on y ajoute les Dopplers en dépistage. Les Dopplers ombilicaux, les index les rapports cérébro-placentaires, que ce soit pour le retard de croissance précoce ou le retard de croissance tardif. Je vous laisse regarder l'article pour des détails. Mais il y a les Dopplers qui arrivent. Et il y a également des notions de dynamique de croissance. Ce qu'on appelait croiser les centiles, la cassure de croissance, toutes ces terminologies-là, maintenant, elles ont une réalité dans un dépistage d'un retard de croissance. Et donc, finalement, c'est plus vraiment que le choix de la courbe et les petites modifications, parce qu'on est au plateau de verre, de la qualité de la biométrie. On n'améliorera pas grandement les choses, c'est certain. Ce n'est pas ces petites modifications qui vont substantiellement modifier nos pratiques. Alors, l'estimation du poids fœtal, maintenant, j'en ai dit un petit peu de mal. Je vais en dire du bien, parce que ça permet quand même d'utiliser un paramètre synthétique, ça permet de communiquer avec les pédiatres, en particulier l'organisation des soins aux petits âges gestationnels. On a besoin d'obtenir une estimation de ce poids fœtal. Ça a une utilité à terme pour la gestion du macrosome, mais je vous ai dit que finalement, ce n'est pas le centile qui m'intéresse, moi, quand je gère une patiente diabétique ou avec un macrosome en salle de naissance, c'est son poids lui-même. Et ça répond à une demande des parents, et ce serait idiot de dire non, je ne vous donne pas le poids parce que ce n'est pas un bon indicateur. Si on sait le calculer, on peut le donner. De dire à une patiente à 17 semaines que son fœtus fait 180 grammes, je ne sais pas ce que ça lui fait, moi ça ne me fait rien, peut-être que ça lui est importante, on peut lui donner en l'assortissant peut-être d'un petit sourire, parce que finalement elle se rend compte que ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Mais effectivement, l'estimation du poids fœtal est sujette à une variabilité interindividuelle à biométrie égale. Et cette question de dire, moi, c'est marrant, mon fœtus, il a tout au 15e percentile et pourtant il est inférieur au 10e, ou alors deux fœtus qui ont les mêmes mesures à la naissance, il y en a un qui fait 3 kg et l'autre qui fait 3,5 kg, tous ces problèmes qui ne sont pas des problèmes sont intrinsèquement liés au fait qu'on estime un poids à partir de biométrie et que tous les gens qui ont le même tour de tête ne font pas le même poids. Ensuite, on va effectivement combiner des erreurs. Et si on est mauvais sur toutes les mesures que l'on fait, on va finir par biaiser notre estimation de poids fœtal. Et vous l'avez vu, il y a énormément de formules qui existent pour l'estimation du poids fœtal. Énormément de formules, plus de 70 qui ont été reprises dans une grande étude. Et dans ces grandes études, finalement, c'est assez souvent en Angleterre qu'on les retrouve. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut arriver à faire une évaluation de ces estimations de poids fœtal, de ces formules d'estimation de poids fœtal, parce qu'il faut avoir des grossesses pour lesquelles on a fait une échographie et qui ont accouché juste après. Et ça n'arrive pas souvent. Et donc, il faut d'énormes cohortes pour arriver à répondre à cette question-là et de pouvoir sélectionner dans ces grandes cohortes des patientes qui ont une échographie quelques jours avant l'accouchement de façon opportune. Et ça, il faut aller le chercher en Angleterre, dans l'équipe de Kypros Nicolaides. 5200 femmes dans sa cohorte ont effectivement eu une échographie quelques jours avant l'accouchement. Et donc, du coup, ils ont pu comparer les estimations du poids fœtal au poids réel qui a été mesuré quelques jours après et de dire, finalement, cette estimation, quelle était la meilleure. Et alors, on s'est beaucoup battu avec ça. Nous, moi, je me suis battu avec les données Intergross. J'ai essayé de développer moi-même, au sein du consortium Intergross, une formule qui permettait de faire mieux que celle d'Adlock. Kypros Nicolaides a également s'est dit, Adlock, c'est vieux, je vais faire mieux. Moi, j'ai des belles données, j'ai des mathématiciens qui sont fameux, je vais faire mieux. Et donc, il a également développé une formule pour la Fetal Medicine Foundation. Et puis, tout le monde s'est dit, on va faire mieux, on a des belles données, on a des meilleurs mathématiciens et tout. Et puis, finalement, on a tout comparé. On avait ces 5200 grossesses qui venaient d'accoucher après leur échographie. Puis, finalement, constat, la meilleure formule qui permettait d'avoir un poids fœtal le plus précis possible, ça restait cette formule d'Adlock que je vous ai mis en bas de la diapo, et qui utilise le périmètre céphalique, le périmètre abdominal, la longueur du fémur, et qui permettait d'avoir une erreur de 10% dans 80% des cas. Non seulement ça marchait à tous les termes, en moyenne pour toutes les grossesses, mais ça marchait aussi mieux pour les petits, ceux qui sont de poids inférieur à 2,5 kg, et ça marchait également mieux pour les gros que toutes les autres formules. Et donc finalement, constat universel, aujourd'hui, parmi toutes les 72 formules qui étaient publiées, il n'y en a qu'une à utiliser, c'est la formule d'Adlock, et aujourd'hui, ça c'est une recommandation qui est relativement universelle. Alors fort de ça, notre équation qui permettait d'estimer le poids fœtal, on l'a laissé tomber, et on a repris cette formule d'Adlock,
qu'on a appliqué aux données de la cohorte intergrosse qu'on vous a présenté suffisamment, je ne vais pas revenir dessus, pour obtenir une courbe d'estimation de poids fœtal qui peut être utilisée par les échographistes. Alors pourquoi est-ce qu'on peut recommander aujourd'hui d'utiliser cette courbe? Je vais revenir sur des notions qu'on a déjà abordées. La première, et encore une fois, c'est réellement extrêmement important. Laurent est revenu dessus, Ferdinand juste après. On en a tous parlé. C'est le fait que ces mesures sont faites en aveugle. Et la présentation de Ferdinand, qui vous montrait l'eye tracking d'un échographiste, c'est notre expérience à tous. Ça, alors là, ne me mentez pas. Je suis sûr qu'on ajuste tous nos mesures en fonction de ce qu'on observe comme centile ou comme terme estimé à partir de la mesure pour arriver à une régression vers la moyenne, à ce qu'on espère, pour ne pas avoir des mesures trop déviantes. C'est toujours désagréable d'annoncer une mauvaise nouvelle. Et donc, on a tendance à minimiser ces extrêmes. Donc ça, c'est extrêmement important. Les mesures qui ont été faites dans la cohorte intergrosse ont été faites en aveugle. Il n'y avait pas le petit centile qui s'affichait. C'est des machines qui avaient été faites spécialement pour l'étude, dans lesquelles ces informations n'étaient pas affichées à l'écran. Il ne pouvait pas savoir si sa mesure était vraiment proche du 50e percentile ou si on était très déviant. Ensuite, la population française est comparable largement à la population qui a été utilisée dans cette cohorte intergrosse internationale. On l'a étudié dans l'étude FLASH, effectivement, on a regardé le périmètre céphalique, qui est un indicateur de croissance qui permet de comparer des populations. C'est un indicateur de croissance stable dans lequel il n'y a pas de masse grasse, c'est un os. Et on a placé les données de l'étude FLASH parmi les données qui avaient été rapportées dans cette étude intergrosse. Et puis finalement, vous voyez que le Z-score par pays, ici, des Français, qui sont les grosses croix jaunes, là, sont parfaitement moyennes dans l'ensemble des pays qui ont été analysés dans l'étude intergrosse. Donc finalement, ça colle très bien, on pourrait utiliser, en tout cas sur le plan général, il n'y a aucune raison de penser que la population française est très particulière à ce point de vue-là. Ensuite, un élément important d'une courbe d'estimation du poids fœtal, c'est qu'il faudrait qu'elle se continue pour après la naissance, qu'il n'y ait pas de gap entre la vie prénatale et la vie postnatale. Et quand on compare, par exemple, intergrosse avec les courbes d'IPOG, on est très content, il y a un overlap. Et finalement, on n'aura pas un fœtus qu'on aura estimé au 20e percentile sur une courbe et qui va se retrouver au 5e percentile après la naissance sur une courbe de pédiatre ou le contraire. Et puis après, il y a cette étude qui avait été, qui est récente, en 2021, publiée par Hockett, et qui montrait que sur des poids de naissance, cette courbe intergrosse de poids de naissance avait des performances qui étaient aussi bonnes dans une grande étude sur les données Européristat, qui inclut la France, 14 000 grossesses, des performances qui sont extrêmement comparables entre une courbe nationale et la courbe intergrosse qui est notée internationale ici, avec à peu près 10% de dépistage pour les petits et 10% pour les gros, comparé aux taux nominaux qui ont été affichés pour la courbe dite nationale. On a une forme de validation externe également, parce que si on compare la courbe d'estimation du poids fœtal à la courbe qu'on va appeler épopée, on voit qu'il y a un overlap parfait. Alors là, sur tous les centiles, c'est parfait, c'est les mêmes. C'est quoi la courbe épopée? C'est intéressant. La courbe épopée, c'est un joli modèle. C'est un joli modèle qui a été construit à partir des poids de naissance. On prend le poids de naissance à 40 semaines, je crois. En France, on a une moyenne. Et à partir de là, on a un modèle validé et on va retracer la vie fœtale, les estimations du poids fœtal à partir de ce poids de naissance. Donc c'est un modèle qui est calibré au poids de naissance des fœtus français. Un overlap complet, ça veut dire que cette courbe, finalement, pourquoi elle n'est pas différente des fœtus français? Ces courbes intergrosses, elle n'est absolument pas différente des fœtus qui sont nés et qui ont eu un poids de naissance. Alors pourquoi le poids de naissance est important? Parce que c'est celui qui n'a pas d'erreur. Quand on prend des courbes d'estimation du poids fœtal, on peut toujours dire si l'échographiste a fait une erreur de mesure, il y a une variabilité des mesures, il y a potentiellement des biais qui ont été réalisés. Là, non. On a mis les nouveau-nés sur une balance, on a un poids, peut-être que la balance a une petite erreur de mesure, mais on peut peut-être la négliger pour ça, et on retrace l'estimation du poids fœtal en utilisant un modèle mathématique validé, et ça fit très bien. Et enfin, et ça on vous l'a dit, je ne vais pas revenir dessus, il y a un set qui est complet avec intergrosse, depuis la longueur crânio-caudale jusqu'à l'estimation du poids fœtal, la vie postnatale, les prématurés, la hauteur utérine, et j'en passe, et des meilleurs. Donc vous avez, en tout cas, ce qu'on propose, pourquoi c'est intéressant, c'est parce qu'avec une seule étude, on a pu donner l'ensemble des outils qui sont nécessaires à la pratique échographique et à la pratique obstétricale et après la naissance. Je vous remercie. Merci beaucoup Julien. Donc le dernier
Le dernier topo par Nicolas Friès, passe-président du CFEF et artisan de bionucal et donc artisan du contrôle de qualité de la clarté nucale et qui va nous parler de contrôle de qualité de la biométrie. Merci Nicolas. Merci Cyril, merci Georges. On va parler pendant 10 minutes de contrôle de qualité qui est pour nous un des points les plus importants dans le choix d'un référentiel. Ce contrôle de qualité est nécessaire. Il est nécessaire, nous sommes tous habilités à améliorer notre pratique. Cette amélioration des pratiques est demandée par les usagers, est demandée par les financeurs, et demandée aussi par nous, professionnels de santé. Cette amélioration des pratiques ne va passer, contrairement à ce qui a été dit ce matin, que par un contrôle de qualité. Ce contrôle de qualité est nécessaire et on peut remercier la Haute Autorité qui, depuis des 10 ans, 15 ans, nous habitue à cette politique d'évaluation et d'amélioration des pratiques. Et dernièrement, en 2016, ils ont publié le guide pratique pour la mesure de la clarté de nuque. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, il y a 4 millions d'examens échographiques par an en France. 4 millions d'examens échographiques qui ne sont pas évalués. Le contrôle de qualité est efficace. Le débat que nous avons depuis ce matin et depuis 3 ans avec le CNGF est un débat passionnant. Mais ce débat, nous l'avons eu il y a déjà 15 ans pour la clarté de la nuque. On s'est aperçu en France que les échographistes sous-mesuraient la clarté de nuque et avaient une médiane, un multiple de la médiane, autour de 0,85, 0,83. La grande majorité de nos mesures de clarté de nuque tournaient autour de 0,8. Ceci on a pu le démontrer par l'intermédiaire de CUP, Club utilisateur de bionucal, sur 3944 échographistes. Le hasard a voulu qu'en même temps, il y avait une autre association dans la côte ouest des États-Unis qui s'appelait le NTQR, qui regroupait 3463 échographistes, qui, pour la même période, avait un multiple de la médiane qui était proche de 1. On était tous des échographistes, on mesurait tous des clartés de nuque, et pourtant on avait des mesures différentes. Et donc, il y a 15 ans, est arrivé ce débat de dire les Français sont spécifiques, nous devons avoir une norme spécifique pour la clarté de la nuque. Un autre débat a dit non, il y a un référentiel, ce n'est pas le référentiel qui doit s'adapter à la pratique, mais c'est la pratique qui doit s'adapter au référentiel. Et ce débat de dire est-ce que ce référentiel doit coller à la population? Non. Il y a un référentiel et la population va se positionner par rapport à ce référentiel. C'est que comme ça qu'on améliorera notre pratique. Et donc, on s'est mis d'accord pour garder le référentiel international de la clarté de nuque et de ne pas avoir une norme spécifique, un référentiel spécifique français pour la clarté de la nuque. Et on a pu mettre en évidence que cette mesure de la clarté de nuque et cette multiple médiane de la clarté de nuque avaient un impact direct sur le dépistage de la trisomie 21. Plus on avait un multiple médiane général proche de 1, plus ce dépistage était amélioré. Et on a pu montrer que ce contrôle de qualité était efficace. Et que simplement, en donnant aux échographistes chaque 6 mois leur valeur de multiple médiane, on est passé de multiple médiane de 0,83 en 2010 à 0,93 en 2021. Donc, on s'aperçoit, contrairement à ce qui a été dit ce matin, que ce contrôle de qualité est efficace. Mais on n'a pas attendu qu'il soit efficace pour le mettre en place. Il est aberrant de dire qu'on ne peut pas mettre en place un contrôle de qualité des mesures puisqu'on ne sait pas s'il est efficace. Mettons-le d'abord en place et après on verra s'il est efficace ou pas. N'inversons pas les questions.
Ce contrôle de qualité repose sur 2 pieds et ne peut pas reposer sur un seul pied. Le premier pied, c'est l'analyse qualitative des images. Images de la LCC, images du BIP et du PC, images du périmètre abdominal et images du fémur. C'est une analyse qualitative des images. Malheureusement, ce contrôle ne peut être que temporaire. On ne va analyser que 10, 15, 20 images. Il va être limité dans le temps, contrairement à l'analyse quantitative des données. Et nous faisons des images de BIP, PC, PA et fémur, pas pour la qualité de l'image, mais pour la qualité des mesures. Ce qui nous importe, ce sont les mesures et ce n'est pas la qualité de l'image en matière de biométrie fœtale. Et donc, le deuxième pied, et si on n'a pas ce deuxième pied, on va se casser la figure, c'est l'analyse quantitative des mesures de biométrie. Le Collège français d'échographie fœtale vous propose sur son site, de manière gratuite, d'analyser vos mesures de biométrie fœtale, de manière très simple, avec le référentiel Intergross. Il suffit d'envoyer vos données de biométrie concernant la date de l'examen, la date du début de grossesse, le BIP, le PC, le PA et le fémur. Et ensuite, le logiciel sur le site du Collège français d'échographie fœtale s'occupe de tout. Et automatiquement, vous allez voir apparaître votre médiane par rapport au référentiel Intergross pour le BIP, le PC, le PA, le fémur et le PF qui va être calculé automatiquement. Et vous avez aussi votre répartition de vos données en fonction de chaque biométrie que vous voulez. De manière gratuite, tout le monde peut envoyer ces données à partir du moment où on a ces données. Simplement, il faut bien comprendre que ce contrôle de qualité nécessite des prérequis. Et qu'avant de faire un contrôle de qualité, il faut que ce référentiel permette de le faire. Je vous rappelle que, contrairement au référentiel OMS, le référentiel Intergross a publié ses formules dans la revue internationale et a publié ces formules qui va nous permettre de calculer le Z-score et la déviation standard. Et simplement, avec ces chiffres-là, vous avez la moyenne et vous savez où vous situez par rapport à la médiane. Il faut savoir aussi que ce référentiel que vous avez utilisé pour faire ce contrôle de qualité doit lui-même avoir eu un contrôle de qualité et Intergross a poussé au maximum ces contrôles de qualité de tous ces échographistes qui ont été inclus dans l'étude. Ce référentiel doit permettre un calcul précis du Z-score. On a entendu ce matin qu'on ne pouvait pas faire du contrôle de qualité ou que même, chose bizarre, on contre-indiquait, on ne recommandait pas, dans une recommandation, on ne recommandait pas de faire du contrôle de qualité des biométries. Parce que ça n'avait pas prouvé, on n'avait pas prouvé son efficacité. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est pourquoi on ne peut pas faire un contrôle de qualité avec le référentiel OMS, c'est parce que malheureusement, ce référentiel OMS ne peut pas calculer de façon précise le Z-score, contrairement à l'OMS. Je vous rappelle simplement que le Z-score, c'est la valeur mesurée moins la moyenne attendue sur la déviation standard et qu'il y a un rapport entre Z-score et percentile. Ce contrôle de qualité va nécessiter 6 données essentielles, je vous l'ai dit, date de début de grossesse, date d'examen, BIP, PC, PA et fémur. Vous avez ces données-là, vous avez automatiquement votre contrôle de qualité. Il faut bien comprendre que la date de début de grossesse est quelque chose d'essentiel. D'essentiel. Il faut savoir que toutes les comparaisons qu'on a pu vous montrer ce matin ont été faites sur des dates de début de grossesse qui étaient inconnues. Simplement, on savait quel était l'âge de la grossesse. Et on sait, Mona vous l'a montré ce matin, l'importance de la date de début de grossesse, soit donnée, mais soit calculée à partir du moment où on a la date de début de l'examen du premier trimestre et la longueur crânio-caudale.
On vous l'a dit 10 000 fois, je vais vous le répéter encore une dernière fois parce que c'est important. C'est le biais des valeurs affichées. On vous propose ce contrôle de qualité avec le référentiel Intergros à partir du moment où vous utilisez Intergros. Parce qu'on le sait, parce qu'on est sur le terrain, parce que nous ne sommes pas des épidémiologistes, mais nous sommes des échographistes qui tenons la sonde. Tous les jours, on change nos mesures par rapport au percentile qu'on a affiché. Et ceci a été bien évalué. Et on s'est aperçu que sur 1409 mesures, il y avait un biais de valeur attendue qui était apparu dans plus de 90% des cas. Et c'est pour ça que le Collège français d'échographie fœtale a vraiment poussé tous les constructeurs à, dans leur machine, utiliser le référentiel Intergros. Dernier point de mon topo, pour vous montrer aussi que, tout le monde le dit, on se dispute bêtement sur des courbes, sur des percentiles, sur des détails. Et ce n'est pas ça le fond du problème. Et que le fond du problème, c'est que, c'est le sujet de mon topo, le contrôle de qualité, mais c'est aussi multifactoriel. Et de trouver des outils, d'autres outils, pour améliorer notre pratique. Et dans ce sens, le consortium Intergros a mis en place quelque chose de très intéressant, qui est un logiciel pour étudier la dynamique de la croissance. Je vais vous prendre un exemple très simple. On va prendre une patiente qu'on a vue dans un premier temps à 26 semaines, qui a 200 mm de PA, 3 semaines plus tard 240 et 3 semaines plus tard 265. Quand on reporte ça sur des courbes, on va s'apercevoir qu'on est dans ce flou artistique des courbes liées au percentile, où on va se dire, tiens, bon, allez, c'est un peu au-dessus du 5e percentile, là c'est un peu au-dessous. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans l'intérêt du Z-score, et on vous l'a dit ce matin, Damien vous l'a dit, il a prôné l'intérêt du Z-score, c'est que le Z-score est une loupe grossissante des extrêmes. Une loupe grossissante pour nos PAG ou nos GAG. Vous voyez bien que simplement en percentile, on ne voit pas très bien la différence. Mais que ce logiciel va vous donner en Z-score et que ce Z-score va passer de moins 1,2 à moins 2, où là la différence. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est que ce logiciel va vous donner la dynamique de croissance. Et autant entre les deux mesures, la dynamique de croissance tourne autour du 50e percentile, alors que la troisième mesure va donner une dynamique de croissance qui va être inférieure au 10e percentile. Et c'est cette dynamique de croissance qui va être importante. Il faut bien comprendre que le référentiel Intergros, ce n'est pas que le référentiel Intergros. C'est tout un ensemble d'outils qui doivent vous aider à améliorer votre pratique. Et c'est pour ça que, pour moi, concernant mon sujet de contrôle de qualité, pour moi, il n'y a pas photo. Et le fait de pouvoir avoir des scores, utiliser le référentiel Intergros pour faire ce contrôle de qualité est pour moi important. Et donc, en conclusion, les recommandations du Collège français d'échographie fœtale dit qu'un changement est nécessaire et ce changement est justifié parce qu'on est devant un standard prescriptif homogène pour tous les paramètres, qu'on a eu une méthodologie de développement aveugle suivie à long terme de la cohorte, un ensemble de données publiées et disponibles, une validité interne, une validité externe par l'étude de Flash en France, par les données de poids de naissance, par la concordance avec Odipoc et avec Epopée. Et ce changement est porteur d'espoir par l'intermédiaire des formations que l'on va mettre en place et par l'amélioration des pratiques et le contrôle de qualité. Que c'est un système simple et intelligible pour tous, permettant la collaboration, y compris internationale. Et que c'est un premier pas vers un dépistage combiné des troubles de la croissance. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette dernière intervention. Alors, juste une remarque. Tout d'abord, c'est qu'on a perdu un tout petit peu de temps, notamment avec le départ ce matin, donc il va falloir qu'on libère la salle très rapidement. Et que, deuxièmement, si vous le souhaitez, et si certains ont un certain nombre de questions, j'ai évoqué avec vous le fait qu'il y ait 2 recommandations sur le sujet.
eh bien, on peut se tenir à votre disposition pour en discuter à la sortie. Voilà, je vous remercie. Merci d'avoir indiqué qu'il n'y avait finalement pas autant de différences numériquement, mais enfin, on voit bien qu'il y a quand même deux changements de propositions qui sont différentes. C'est des changements qui sont quand même assez importants. Merci à tous, merci au CFEF et merci à l'assistance.